Oh, ce vieux chiffon, je l'ai brûlé juste pour m'amuser. Gisèle éclata de rire, en levant son verre de vin, debout près de la cheminée, comme si elle venait de faire une simple plaisanterie sans conséquence. Et Lara se figea devant les cendres, les restes de la robe légendaire. L'hiver, l'unique souvenir que Madame Vivienne lui avait confié, et le symbole d'un contrat de fusion de 500 millions d'euros prévu pour être signé le lendemain. Sa belle-mère haussa les épaules sans la moindre trace de remords, tandis qu'Elara comprenait que sa vie était sur le point de basculer de manière que cette famille n'aurait jamais imaginé. Likez, abonnez-vous et dites-moi de quel pays ou de quelle ville vous regardez pour découvrir la suite. Elara Martin rentra chez elle en laissant tomber son sac à main sur sa hanche, épuisée mais encore concentrée. À 38 aux dents, elle avait l'allure d'une femme qui avait dû prouver sa valeur toute sa vie. Sa peau brune, toujours soignée, reflétait une discipline de travail respectée dans tout le secteur. Elle occupait le poste de directrice senior dans un groupe international et se préparait depuis des semaines à la signature d'un accord de fusion historique. Elle savait que cette réussite lui ouvrirait enfin la porte du conseil d'administration. En entrant dans la maison familiale, elle s'attendait à trouver un silence apaisant. Au lieu de cela, une odeur de brûlé lui frappa le visage. Une odeur dense, lourde, presque agressive. Son cœur se contracta immédiatement. Elle posa ses clés et avança lentement vers le salon, où un crépitement régulier lui fit comprendre que la cheminée était allumée. Bientôt, elle aperçut Gisèle, sa belle-mère, confortablement installée devant le feu. La femme Gassos qui approchait de la soixantaine arborait une coupe blonde impeccable et tenait un verre de vin rouge à la main. Elle riait seule, satisfaite, comme si elle venait d'assister à un spectacle divertissant. Depuis le début du mariage d'Elara avec Julien, Gisèle ne cachait pas son mépris, subtil, toujours enveloppé dans une politesse toxique. Aux yeux de Gisèle, Elara n'était jamais assez bien, pas assez blanche, pas assez docile, pas assez conforme au modèle de belle-fille qu'elle rêvait d'imposer. Lorsque Gisèle aperçut Elara, elle leva le verre dans un geste théâtral. « Ah, te voilà. J'essayais seulement de détendre l'atmosphère dans cette maison. Tu stresses tellement avec ton événement de demain. » Elara fixa d'abord la cheminée. Dans les flammes, elle distingua des morceaux de tissu rouge sombre, encore tordus par la chaleur, les restes d'une dentelle qui autrefois avait été fine et majestueuse. Une sensation glacée lui remonta le long du dos. « Gisèle, qu'est-ce que c'est que ça ?» demanda-t-elle d'une voix basse mais ferme. La belle-mère haussa les épaules comme si la question l'ennuyait. « Une vieille robe qui traînait, un truc vraiment démodé. Je voulais l'emporesser pour te faire plaisir, mais elle a pris feu. Finalement, la voir brûler était assez drôle. Un petit jeu pour décompresser. Tu devrais essayer, cela détend énormément. » Et Lara sentit son ventre se nouer, puis une douleur sourde lui traversa la poitrine. Elle avança d'un pas, observa de plus près les lambeaux carbonisés et reconnut instantanément la finesse du tulle. Ce n'était pas n'importe quel tissu, c'était la robe l'hiver, la légendaire création de jeunesse de Vivienne Delacroix, la femme la plus influente de l'industrie. Vivienne l'avait confiée à Elara la veille, en lui disant avec émotion « Cette robe porte toute l'histoire de mon ascension. Je te la confie pour demain. Tu sauras en prendre soin. » Elara inspira profondément. Lorsqu'elle se redressa, son visage avait perdu toute expression. « Gisèle, ce n'était pas une robe quelconque. C'était le seul exemplaire restant d'une pièce historique appartenant à Madame Vivienne Delacroix. Elle devait la porter demain en signe de confiance avant de signer le contrat de 500 millions d'euros avec notre entreprise. » Le rire de Gisèle s'arrêta net. Elle posa son verre sur la table. Le son du cristal heurtant le marbre résonna dans la pièce. Ses yeux s'écarquillèrent mais légèrement,
Puis, une expression irritée remplaça celle de la surprise. « C'est ridicule. Pourquoi aurait Arthur amené quelque chose d'aussi important ici? Tu voulais me tendre un piège, n'est-ce pas? C'est toujours comme ça, avec les filles, comme toi, maladroite, imprudente, et toujours prête à accuser les autres pour cacher leurs erreurs. » Le mot « les filles comme toi » heurta Elara comme un coup invisible. Depuis des années, elle reconnaissait immédiatement ce genre d'attaque, enveloppée dans un ton supérieur et faussement innocent. Julien apparut soudain à l'entrée du salon. 34 ans, brun, regard fuyant depuis toujours, il ressemblait plus que jamais à un enfant perdu. « Qu'est-ce qui se passe » demanda-t-il d'une voix tremblante, et Lara se tourna vers lui, espérant retrouver un soutien minimal. Gisèle a brûlé la robe de Madame Vivienne, délibérément. Julien regarda sa mère, puis la cheminée, puis Elara. Son visage devint pâle. Il ouvrit la bouche, puis la referma aussitôt. Il était paralysé, incapable de choisir un camp. Gisèle se leva lentement pour se placer entre eux. « Je n'ai rien fait de mal, et si cette robe était si importante, ta femme n'aurait jamais dû la ramener ici. Elle doit t'assumer. » Et Lara sentit quelque chose se briser en elle. Une vérité simple, douloureuse, mais enfin acceptée. Son mariage n'avait jamais été un refuge. Il n'avait été qu'un pont fragile, suspendu au-dessus d'un abîme qui n'attendait que le bon moment pour s'ouvrir. Elle prit une longue inspiration, s'avança vers la cheminée et observa une dernière fois les morceaux de soie consumés. « Je vais gérer cette situation, » dit-elle calmement. Comme toujours. Elle ramassa son sac, sans regarder personne, puis se dirigea vers la porte. Sa voix resta posée, mais ses mains tremblaient, légèrement. « Demain, ce n'est pas seulement un contrat que je dois sauver, c'est ma dignité. » Elle referma la porte derrière elle, en laissant derrière elle la chaleur agressive du feu, le silence coupable de Julien et le sourire satisfait de Gisèle qui se croyait encore en position de force. Cette nuit deviendrait le début d'une bataille dont elle n'avait pas encore imaginé toute la portée. La nuit enveloppait la ville d'une obscurité lourde lorsqu'Elara quitta brusquement la maison familiale. Le froid mordait ses joues, mais elle ne s'en rendait pas compte. Son esprit était occupé par une seule pensée, sauver ce qui pouvait encore l'être. La robe était détruite, et le contrat du lendemain semblait irrémédiablement compromis. Pourtant, quelque chose en elle refusait de céder. Elle ne voulait pas laisser Gisèle gagner. Elle ne voulait pas accepter que son travail acharné s'effondre à cause d'une personne qui ne voyait en elle qu'un obstacle. Elle monta dans sa voiture et contacta en hâte les restaurateurs textiles qu'elle connaissait. Aucun ne répondit ou n'accepta le défi. Certains riaient, presque, estimant qu'il était impossible de refaire une robe aussi complexe en si peu de temps. D'autres restaient de polis, mais leur refus sonnait comme une condamnation. Elara serra le volant en silence. Elle savait qu'elle n'avait pas besoin d'un atelier célèbre ou d'une équipe complète. Elle avait besoin d'un talent pur, d'une personne prête à tout tenter. Une ancienne amie de l'université lui répondit finalement « Si quelqu'un peut essayer, c'est une jeune couturière dont j'ai entendu parler. Elle travaille dans un quartier modeste, mais elle a des mains extraordinaires. » Et Lara demanda l'adresse sans hésiter. Elle n'avait plus rien à perdre. Elle traversa plusieurs rues, presque désertes, jusqu'à atteindre une petite voie, éclairée par un seul lampadaire vacillant. À l'angle, une enseigne vieillie indiquait « Atelier Nia ». La vitrine montrait quelques de robes simples, exposées avec modestie. Rien qui laissait deviner un savoir-faire exceptionnel. Cependant, Elara entra sans frapper. À l'intérieur, une jeune femme leva la tête. Elle devait avoir 22 ou 23 ans. Sa peau sombre avait la douceur des carnations encore marquées par les difficultés de la vie, et ses yeux brillaient d'une détermination rare. Ses cheveux étaient attachés en un chignon rapide. Ses mains, couvertes de petites coupures,
trahissait de des heures de travail minutieux. « Bonsoir, je m'appelle Nia. Je peux vous aider ?» demanda-t-elle, et Lara sentit une vague d'espoir monter en elle. « J'ai besoin d'une restauration, ou plutôt d'une reconstruction. C'est urgent. » Elle déposa sur la table les morceaux carbonisés qu'elle avait soigneusement récupérés dans la cheminée. Nia les observa avec une attention concentrée. Ses doigts effleurèrent sur les fibres, ses sourcils se froncèrent légèrement, puis elle se tourna vers Elara. La matière est ancienne, le tulle et la soie datent d'une époque où les techniques de tissage étaient bien différentes. Je ne peux pas reproduire 100% le tissu d'origine. Toutefois, je peux atteindre 98%. Cela demandera un travail entièrement manuel. Je ne dormirai probablement pas, mais je peux essayer. Elara inspira profondément. « Pouvez-vous le faire en 1 semaine ?» Nia hocha la tête sans hésitation. « Je peux le faire, mais il me faut du fil spécial et du taffetas que je ne possède pas. Nous aurons besoin d'en acheter dans des endroits qui ne sont pas toujours faciles d'accès. » Elara sentit un lien invisible se créer entre elles. Cette jeune couturière ne reculait devant rien. « Je paierai tout ce qu'il faut, et je vous paierai le double de votre tarif normal. » Nia resta silencieuse quelques secondes, touchée par la confiance que cette femme élégante, manifestement habituée aux environnements prestigieux, plaçait en elle. « Alors je veux connaître l'histoire de cette robe, » dit-elle doucement. « Je veux comprendre ce que je dois sauver. » Et Lara prit place sur une chaise. Pour la première fois depuis le début de cette crise, elle laissa tomber les épaules. « Cette robe appartient à Madame Vivienne Delacroix. Elle est plus qu'un vêtement. C'est un symbole de sa jeunesse, de ses débuts, de sa confiance. Elle me l'a confiée comme une preuve de respect, et je l'ai perdue à cause de la mère de mon mari. » Nia baissa les yeux. « Je comprends. Ce travail n'est pas seulement pour vous, c'est aussi pour elle. » Alors qu'elle discutait, le téléphone d'Elara vibra violemment. C'était Julien. Elle hésita avant de décrocher. « Elara, écoute-moi. Il faut que tu dises à Madame Vivienne que la robe a été volée. Ne mentionne surtout pas ma mère. Elle est déjà très stressée. Ne fais pas d'histoire. » Elara sentit son cœur se durcir. « Julien, ta mère a brûlé un chef-d'œuvre et refuse d'en assumer la responsabilité. Je ne mentirai pas. Pas pour elle. Pas pour toi. » Julien soupira, exaspéré. « Tu vas tout détruire. »« Non, » répondit-elle calmement. « Je vais dire la vérité. » Elle raccrocha avant qu'il ne réponde. Un silence lourd envahit l'atelier. Nia releva timidement la tête. « Vous allez affronter tout cela seul ?»« Pas seul, » dit Elara en la regardant. « Avec vous. » Quelque chose passa dans le regard de Nia, une forme de fierté nouvelle. Elle prit un carnet et commença à dessiner des croquis rapides. « J'aurai besoin des meilleures de matières de première sort possible. Je connais des vendeurs qui travaillent tard, mais certains ne sont pas déclarés. Nous devrons visiter plusieurs marchés cette nuit. » Et Lara acquiesça, déjà prête à repartir. « Alors allons-y. » Après avoir passé des heures à chercher des fils rares, des dentelles oubliées et des étoffes vendues sous le comptoir, elles retournèrent finalement à l'atelier. Nia installa immédiatement son matériel. Les gestes étaient rapides, mais assurés. Avant de partir chercher quelques affaires sombres chez elle, Elara se retourna vers la jeune couturière. « Merci, Nia. Ce que vous faites est extraordinaire. » Nia répondit avec un sourire timide. « Je ferai de mon mieux pour mériter votre confiance. » Lorsque Elara arriva devant la maison familiale, elle aperçut Gisèle qui l'attendait sur le perron, les bras croisés. « Si tu échoues dame de main, Elara, je ferai en sorte que tu n'aies plus jamais ta place dans ce milieu. » Elara la fixa sans détourner les yeux. « Vous ne m'effrayez plus. » Puis elle contourna Gisèle et entra récupérer ses affaires, prête à quitter définitivement ce foyer qui n'avait jamais été un vrai refuge. Cette nuit-là, un nouveau chapitre de sa vie commença, marqué par une détermination plus forte que toutes les menaces. Le lendemain matin, la lumière grise de l'aube
traversa les vitres poussiéreuses de l'atelier de Nia. La jeune couturière avait passé la nuit à travailler sans relâche. Ses yeux étaient entourés de cernes légères, mais ses gestes restaient précis. Et Lara, qui n'avait dormi que quelques beaux minutes sur une chaise, se réveilla en entendant le bruit régulier des aiguilles. Elle observa Nia un instant, impressionnée par la concentration et la passion qui animaient la jeune femme. Nia avait grandi dans un quartier difficile où les rêves semblaient souvent trop éloignés pour être atteints. Pourtant, elle avait transformé son minuscule atelier en un refuge où la créativité pouvait encore respirer. Et Lara ressentait une profonde admiration pour sa détermination. « Tu devrais te reposer un peu », dit Lara en s'étirant. Nia secoua la tête sans détourner les yeux de son ouvrage. « Si je m'arrête maintenant, je vais perdre le rythme, et nous n'avons pas le temps. » Et Lara hocha doucement la tête. Elle comprenait trop bien ce sentiment d'urgence. Elle se rapprocha pour l'aider à préparer la prochaine série de fils. « Je vais te soutenir du mieux que je peux. » Les deux femmes s'y travaillèrent en silence pendant un long moment. Malgré la fatigue, Lara ressentait une forme de paix étrange. Dans cet atelier modeste, elle n'était plus la femme qui devait répondre aux attentes d'une famille toxique. Elle n'était plus la belle-fille que Gisèle surveillait en permanence. Elle était simplement une femme qui se battait pour une cause juste. Vers la fin de la matinée, Nia posa ses outils et se laissa tomber sur une chaise. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « J'ai besoin d'une pause. »« Bien sûr, » répondit Lara avec douceur. « Tu as déjà fait un travail immense. » Nia ferma les yeux un instant, mais soudain sa tête bascula légèrement en avant. Lara se précipita et la retint avant qu'elle ne tombe. La jeune femme avait perdu connaissance pendant quelques secondes. Lorsqu'elle reprit ses esprits, elle serra la main d'Lara. « Je suis désolée, je ne voulais pas m'évanouir, je peux continuer. » Lara secoua la tête. « Tu n'as pas à t'excuser, tu donnes tout ce que tu as. Ce n'est pas seulement une robe, Nia. C'est ta chance de montrer ton talent au monde. » Le regard de Nia devint plus sûr. « Je ne vous laisserai pas tomber. » Elles se reprirent le travail avec une détermination nouvelle. Cependant, à plusieurs kilomètres de là, Gisèle préparait à sa manière la destruction de tout ce qu'elles essayaient de sauver. Elle ne supportait pas l'idée qu'Lara puisse lui échapper ou prouver qu'elle avait tort. Sa jalousie et son besoin de contrôle la poussaient souvent à des actions impulsives et maladroites. Elle était convaincue qu'elle devait intervenir pour redorer l'image de la famille. Après plusieurs tentatives, échouées, de joindre Vivienne Delacroix par l'intermédiaire du secrétariat, Gisèle avait finalement réussi à obtenir un numéro privé grâce à un ancien contact. Elle composa le numéro avec un sourire satisfait. Lorsque Vivienne décrocha, sa voix calme mais ferme sembla déstabiliser légèrement Gisèle. « Oui, qui est à l'appareil ? » « Je suis Gisèle Martin, la mère de Julien. Je voulais vous prévenir que la robe que vous avez confiée à Lara n'était visiblement pas de très bonne qualité. Elle a pris feu très facilement. Heureusement que j'étais là pour éviter un accident. Je vous conseille d'opter pour une création de mon fils pour votre gala. Ce serait bien plus moderne. » Un silence s'installa. Gisèle pensa avoir impressionné la femme d'affaires. Cependant, la seule réponse fut un bref « très bien » avant que Vivienne ne raccroche. Gisèle se sentit triomphante. Elle se croyait stratégique, sans réaliser que chaque mot qu'elle venait de prononcer avait allumé une bombe qui exploserait bientôt devant tout le monde. Pendant ce temps, à l'atelier, l'atmosphère s'était tendue. Nia venait d'examiner une couture qu'elle trouvait insuffisante. « Je dois refaire cette partie. Si je laisse ce défaut, quelqu'un le remarquera immédiatement. » Et Lara admira cette exigence. « Tu as raison, fais-le comme tu le sens. Je suis là. » Alors qu'elles ajustaient les tissus, le téléphone d'Lara vibra encore. Cette fois, le nom de Julien s'afficha.
Elle hésita quelques secondes avant de répondre. « Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages ?» demanda Julien d'un ton inquiet. « Maman dit que tu es parti pour de bon. »« Je suis en train de réparer ce que ta mère a détruit, » répondit Elara sans agressivité, mais avec une distance nette. « Tu ne peux pas continuer comme ça. Maman était bouleversée. Tu devrais lui parler. » Elara sentit une lassitude profonde l'envahir. « Julien, ce n'est plus mon rôle de protéger ta mère de ses propres actes. Je ne reviendrai pas tant qu'elle n'assumera rien. » Julien resta silencieux. Il n'avait jamais su comment gérer les conflits. Il ne comprenait pas que son inertie était aussi destructrice que les actions de Gisèle. « Je te rappellerai, » murmura-t-il avant de raccrocher. Lorsque Elara se retourna, Nia la regardait avec compassion. « Vous méritez mieux que ça, » dit-elle simplement. Elara sentit ses yeux picoter, mais elle se retint. « Merci, ce que nous faisons ici est ce qui compte. » Alors que les heures passaient, les deux femmes commencèrent à ressentir un poids qui n'avait rien à voir avec la fatigue. Elles avaient eu conscience que tout pouvait basculer à cause d'un seul geste maladroit ou d'une intervention malveillante. Pourtant, elles continuaient, car abandonner n'était plus une option. La robe prenait forme lentement, avec chaque point minutieux posé par Nia. Elara préparait les tissus, rangeait l'espace et veillait à ce que rien ne manque. Elle coformait une équipe soudée, forgée par la pression de l'urgence et l'envie commune de prouver leur valeur. La journée s'acheva sans que l'une ou l'autre ne prenne vraiment conscience de l'heure. L'atelier semblait flotter entre la tension et l'espoir, tandis que la robe renaissait peu à peu sous leurs mains. Le jour du gala approchait à une vitesse déroutante. À l'atelier, Nia terminait les derniers points de couture avec une concentration absolue. La jeune femme avait passé une semaine entière à coudre, découdre et recommencer, portée par une énergie presque surnaturelle. Ses doigts tremblaient légèrement chaque fois qu'elle tirait le fil, mais elle refusait de ralentir. Elara, qui l'avait accompagnée sans relâche, se tenait maintenant debout derrière elle, observant la robe prendre vie. Lorsque Nia fit le dernier nœud, elle posa ses mains sur ses genoux et respira profondément. « C'est fini, » murmura-t-elle. Elara s'approcha pour toucher le tissu. La robe l'hiver renaissait sous une forme presque parfaite. Les broderies délicates semblaient qu'on racontait une histoire nouvelle, comme si la création originale avait trop été enrichie de l'âme de la jeune couturière. C'était un vêtement chargé de force, de courage et de résilience. « Elle est magnifique, » dit Elara d'une voix émue. « Tu as fait un travail exceptionnel. » Nia détourna le regard, touchée par la reconnaissance. « Je voulais qu'elle vous rende fière, et qu'elle rende fière Madame Vivienne. » Il restait moins de 2 heures avant le début du gala. Elara avait le cœur serré. Elle savait que le moment était venu de confronter la vérité. Elle n'allait pas se cacher derrière un mensonge pour sauver un contrat. Elle n'allait pas protéger Gisèle ou Julien. Sa dignité valait plus que cela. Elle prit soin d'emballer la robe dans une housse de protection et se prépara à partir. « Je vais rencontrer Madame Vivienne avant le gala, » dit-elle à Nia. « Je ne veux pas qu'elle découvre la vérité dans une salle pleine de monde. » Nia hocha la tête, consciente du poids de cette décision. « Je viendrai à l'événement plus tard. Je dois ranger un peu avant de vous rejoindre. » Elara quitta l'atelier avec la robe dans les bras. Le trajet jusqu'à l'hôtel où logeait Vivienne lui parut interminable. Chaque feu rouge augmentait la pression qu'elle ressentait. Elle se préparait à accepter la possibilité que le contrat soit annulé, que sa carrière soit menacée, que tout son travail soit réduit à néant. Quand elle arriva dans le hall de l'hôtel, elle demanda à voir Vivienne Delacroix. Une assistante la conduisit jusqu'à une suite spacieuse. À l'intérieur, Vivienne se tenait près de la fenêtre, le regard perdu vers la ville. La femme d'affaires portait un tailleur beige impeccable. Elle dégageait une autorité naturelle qui imposait le respect. Madame Delacroix,
Merci de m'accorder quelques 2 minutes, dit Elara en s'inclinant légèrement. Vivienne se tourna lentement vers elle. Je vous écoute. Julien et Gisèle étaient barrentés déjà dans la pièce. Gisèle avait un sourire crispé qui trahissait son inquiétude. Julien, quant à lui, évitait le regard d'Elara. « Elara, dis-lui que tout va bien », souffla Julien. Elara resta immobile. Elle ouvrit la housse et sortit la robe. Elle la déposa délicatement sur la table basse. « Madame Delacroix, je suis venu vous dire la vérité. Votre robe originale a été détruite dans un incendie provoqué par ma belle-mère. » Gisèle écarquilla les yeux, outrée. « Tu n'as aucune preuve. Tu inventes tout cela pour me charger. » Elara ne la regarda même pas. « Voici une reconstruction réalisée par une talentueuse jeune couturière. Je prends l'entière responsabilité de ce qui est arrivé. Si vous décidez d'annuler le contrat, je l'accepterai. » Tout le monde se figea. Une tension glaciale envahit la pièce. Gisèle se précipita vers Vivienne. « Cette femme ment. Elle essaie de détruire notre famille. Vous ne pouvez pas la croire. » Vivienne leva simplement la main pour lui demander de se taire. Elle s'approcha ensuite de la robe et passa ses doigts sur la broderie. Son regard devint plus doux, comme si elle reconnaissait quelque chose dans la finesse de l'ouvrage. « Cette robe est différente, » dit-elle. « Oui, » répondit Elara. « Elle a été recréée avec soin, mais ce n'est pas l'original, et je ne veux pas vous tromper. » Julien fit un pas en avant. Elara est stressée. Elle exagère. Maman n'a rien fait de mal. Vivienne observa Julien longuement, puis son regard se dirigea vers Gisèle. « J'ai reçu votre appel. Je n'ai pas apprécié la façon dont vous m'avez parlé. » Gisèle perdit ses couleurs. « Je voulais juste proposer de remplacer une pièce historique par une création de votre fils ?» trancha Vivienne. « Vous avez manqué de respect et vous avez tenté de me manipuler. » Un silence pesant remplit la suite. Vivienne se tourna enfin vers Elara. « Apportez cette robe au gala. Je prendrai ma décision publiquement. » Les réactions furent immédiates. Julien tenta d'intervenir. Gisèle protesta, mais Vivienne avait déjà quitté la pièce. Elara resta immobile quelques secondes, le cœur battant fort. Elle avait dit la vérité. Elle avait affronté tout le monde. Quoi qu'il arrive maintenant, elle n'avait rien à regretter. La salle du gala brillait comme un écrin de lumière. Des lustres immenses projetaient leur éclat doré sur les invités les plus influents du pays. À l'entrée, les photographes capturaient comme chaque silhouette élégante, espérant publier la première image qui ferait sensation. L'accord de 500 millions d'euros devait être signé ce soir, et tous attendaient avec impatience l'arrivée de Vivienne Delacroix et de son équipe. Elara se tenait dans une pièce attenante, la robe reconstruite soigneusement ajustée autour d'elle. Nia, qui avait rejoint l'événement malgré sa fatigue, aidait à fixer les dernières attaches. La jeune couturière avait revêtu une simple robe noire, ses cheveux attachés en arrière. Elle essayait de masquer son appréhension, mais ses mains tremblaient légèrement. « Vous êtes magnifique », murmura Nia. « La robe vous va parfaitement. » Elara observa son reflet dans le miroir. La robe semblait épouser chaque ligne de son corps, avec une grâce inattendue. Pourtant, au-delà de la beauté du vêtement, elle ressentait un poids immense sur ses épaules. Elle savait que ce soir déciderait du sort de sa carrière et de son avenir. « Merci, Nia. Sans toi, rien de tout cela ne serait possible, » répondit-elle. Un employé de l'organisation frappa à la porte. « Madame Martin, Madame Delacroix vous demande de la rejoindre sur scène dans quelques minutes. » Elara inspira profondément. Nia serra doucement son bras. « Tout ira bien, vous avez fait ce qu'il fallait. » En entrant dans la salle, Elara sentit les regards se tourner vers elle. Certains la reconnurent immédiatement, surpris de voir la directrice senior dans une robe si somptueuse. D'autres chuchotèrent en remarquant la ressemblance entre la robe et la création mythique de Vivienne. Julien, placé près de la scène,
la regarda avec un mélange d'anxiété et de honte. Gisèle, quant à elle, arborait un sourire forcé qui trahissait sa peur. Vivienne Delacroix monta sur scène, vêtue d'une tenue élégante qui renforçait son aura d'autorité. La salle se tut immédiatement. Sa voix résonna à travers les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, merci d'être présents pour cette soirée décisive. » Elle marqua une pause, puis fit signe à Elara d'avancer. Lorsque cette dernière monta sur scène, un murmure se répandit dans la foule. La robe captivait tous les regards. Les caméras se tournaient vers elle, prêtes à capturer chaque détail. « Avant de parler de l'accord que nous devions signer ce soir, reprit Vivienne, je souhaite vous raconter une histoire. » Gisèle se raidit dans son siège. Julien serra les mains comme s'il priait pour un miracle. « Il y a une semaine, j'ai confié une robe précieuse à une personne en qui j'avais confiance. Une robe irremplaçable, symbole de mes débuts et de mes premiers succès. Cette robe a été détruite. » Quelques murmures choqués s'élevèrent certes dans la salle. « Mais ce n'est pas l'accident qui m'importe le plus, » poursuivit Vivienne. « Ce qui compte, c'est ce qui s'est passé ensuite. » Elle se tourna vers Elara, son regard perçant mais bienveillant. « Elara Martin est venue me voir aujourd'hui pour me dire la vérité, entièrement et sans détour. Elle a choisi l'honnêteté au risque de perdre sa carrière et sa réputation. Peu de gens feraient preuve d'un tel courage. » La voix de Gisèle éclata dans la salle. « C'est faux, elle ment depuis le début. C'est elle qui a détruit la robe et qui me fait porter le chapeau. » Vivienne leva calmement la main. « J'ai reçu votre appel, Madame Martin. Vos propos étaient insultants, méprisants et totalement irrespectueux. Vous m'avez reproché la qualité d'un chef-d'œuvre que j'ai créé de mes propres mains. Votre comportement a été déplorable. » Gisèle resta sans voix. Quelques invités la fixèrent avec dégoût. Vivienne se tourna vers le public. « Je ne signerai pas l'accord avec la famille Martin. » La salle entière explosa en exclamations. Julien se leva brusquement. « Madame Delacroix, je vous assure que ce n'est qu'un malentendu. Elara est confuse et ma mère... » « Votre mère a essayé de me manipuler, » le coupa Vivienne sèchement. « Et vous n'avez rien fait pour arrêter cela. » Elle fit signe à Nia de s'avancer. La jeune femme trembla légèrement, intimidée par le regard des centaines de personnes présentes. « Cette robe, » dit Vivienne en désignant la création qu'elle a rapportée, « a été reconstruite par cette jeune couturière talentueuse. Elle possède un don rare. Chaque point révèle un dévouement que je n'ai pas vu depuis longtemps. » Les invités applaudirent Pat, et Nia baissa la tête, émue. Elara a défendu la vérité. Nia a donné son cœur à ce travail. Ce sont elles qui méritent d'être mises en lumière, pas ceux qui se cachent pas derrière des mensonges. Vivienne prit alors le micro avec une expression solennelle. « Ce soir, je ne célébrerai pas une fusion. Je célébrerai le courage. » Elle posa sa main sur l'épaule d'Elara. « La personne la plus digne de confiance dans cette pièce, c'est elle. » Les applaudissements remplirent la salle, vibrants et sincères. Elara sentit les larmes lui monter aux yeux, mais elle resta droite. La vérité venait de triompher. À peine Vivienne Delacroix eut-elle quitté la souquet-scène que la salle du gala se transforma en un tourbillon de chuchotements et de stupeur. Les invités se regroupèrent par petits cercles, échangeant des regards incrédules. La décision de Vivienne avait dégelé l'atmosphère, et les conséquences se répandaient déjà comme une onde de choc. Elara se tenait à côté de Nia, encore sous le poids de l'émotion. Elle entendait les conversations autour d'elle, sans parvenir à en saisir chaque mot. Elle aperçut alors un groupe de journalistes se précipiter vers un écran, affichant les cours de la bourse en temps réel. Les chiffres rouges défilaient à une vitesse alarmante. L'entreprise familiale des Martin perdait de la valeur minute après minute. Nia regarda Elara avec inquiétude. « Est-ce que cela va vous causer des problèmes ?» demanda-t-elle. « Les problèmes existent déjà.
répondit Elara doucement. Mais ce ne sont plus les miens. Julien arriva en courant. Son visage était livide et son souffle court trahissait sa panique. « Elara, tu dois m'aider. Les investisseurs se retirent, un par un. Maman est devenue folle. Elle t'accuse de tout. » Elara soutint son regard sans trembler. « Je t'ai dit la vérité depuis le début. Si tu avais écouté, nous n'en serions pas là. » Julien ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Il semblait enfin comprendre l'ampleur du désastre. Sa mère approcha à son tour, presque en titubant. Ses joues d'ostérante rouges, ses yeux exorbités. « Tu as tout détruit, misérable ingrate !» hurla Gisèle, sans se soucier des regards autour d'elle. « Tu as ruiné la réputation de ma famille, et tu t'en vantes en plus. » Elle s'avança brusquement, sa main levée dans un geste violent. Nia recula d'un pas, choquée. Elara resta immobile. Lorsque Gisèle tenta de la gifler, Elara intercepta son poignet d'un geste ferme. « Ne touchez plus jamais à moi, » dit-elle d'une voix calme mais tranchante. « Vous n'avez pas perdu le contrat à cause de moi. Vous l'avez perdu à cause de votre mépris et de votre arrogance. » Les invités s'étaient regroupés autour d'elle. Certains sortaient discrètement leur téléphone pour filmer la scène. Les yeux de Gisèle s'écarquillèrent lorsqu'elle réalisa qu'elle était observée. « Tu oses me parler de la sorte ?» gronda-t-elle. « Toi, une femme qui n'aurait jamais atteint sa position sans mon fils. » Elara desserra lentement sa prise et fit un pas en avant. « J'ai obtenu ma position par mon travail. Ce que vous avez tenté de détruire ce soir ne changera pas ma valeur. » Gisèle tenta de répondre, mais sa voix se brisa. Son regard se tourna vers Julien, comme si elle attendait qu'il la défende. Julien resta figé, incapable de trouver ses mots. Il semblait écrasé par la honte. « Julien, » dit Elara en se tournant vers lui, « tu n'as jamais su me protéger. Même maintenant, tu préfères te cacher derrière ta mère. » Je ne savais pas quoi faire, balbutia-t-il. Maman traversait une période difficile et... Et tu as choisi son camp, termina Elara. Comme toujours. Elle retira calmement l'alliance de son doigt. L'or froid glissa lentement entre ses doigts avant qu'elle ne la dépose sur la poitrine de Julien. Je ne peux pas rester avec un homme qui ne reconnaît jamais mes efforts et qui laisse sa mère me humilier. Tu ne mérites pas d'être appelé mon mari. Julien resta pétrifié, les yeux agrandis par la douleur. Gisèle poussa un cri étranglé. « Tu vas regretter ce que tu viens de faire. »« Non, » répondit Elara. « Ce que je regrette, c'est d'avoir cru que cette famille pouvait me respecter. » Elle rabattit doucement la robe sur ses épaules, puis prit la main de Nia pour l'entraîner vers la sortie. Les photographes, alertés par le tumulte, les encerclèrent immédiatement. Des flashs scintillèrent autour d'elle comme un orage. Malgré la foule compacte, Elara avançait avec dignité. Elle sentait la main de Nia trembler légèrement. « Ça va aller », murmura-t-elle à la jeune couturière. Lorsqu'elles arrivèrent à l'extérieur, l'air frais de la nuit les enveloppa. Elara respira profondément. Elle se tenait enfin loin des cris, des accusations et des mensonges. Elle avait tout perdu en une soirée. Un mariage, un foyer, un statut social stable. Pourtant, elle n'avait jamais ressenti une liberté aussi grande. Nia essuya discrètement une larme. « Je suis désolé de ce qui vous arrive. »« Ne sois pas désolé, » répondit Elara. « Ce n'est pas une fin, c'est une rupture nécessaire. » La jeune couturière hocha la tête. « Je serai toujours à vos côtés, si vous voulez de bien. » Elara serra doucement sa main. « Et moi, je ne laisserai personne te voler ta lumière. » Derrière elle, on entendait encore les cris étouffés de Gisèle et la voix paniquée de Julien. Mais Elara ne se retourna pas. Elle marchait vers un avenir incertain, avec la conviction nouvelle qu'elle pourrait recommencer. Et cette conviction valait plus que n'importe quel contrat. Une semaine s'était écoulée depuis la soirée du gala, et la tempête médiatique qui avait suivi avait bouleversé tout le paysage économique. Les journaux avaient publié chaque détail du scandale. Les chaînes d'information
débattaient sans relâche de la décision historique de Vivienne Delacroix. Les réseaux sociaux étaient jamais remplis de vidéos montrant la confrontation entre Gisèle et Elara. Le nom de la jeune directrice senior revenait dans chaque discussion, souvent accompagné de mots comme « intégrité » ou « courage ». Pendant ce temps, la famille Bolmartin faisait face à une chute vertigineuse. Les investisseurs avaient gagné et retiré leur soutien. Les comptes avaient donc été gelés pour enquêtes internes. Les partenaires de commerciaux avaient bien rompu leurs contrats en urgence. Selon certaines sources, des plaintes pour mauvaise gestion avaient même été déposées. Julien et Gisèle vivaient reclus, évitant les caméras, incapables de faire face à la nouvelle réalité. Et Lara, quant à elle, avait trouvé refuge dans un petit appartement qu'elle avait loué près du centre-ville. La pièce était modeste, mais baignée de lumière naturelle, ce qui apportait une forme de paix qu'elle n'avait plus ressentie depuis longtemps. Elle passait la plupart de son temps à réfléchir à son avenir tout en soutenant Nia, qui continuait à travailler sur plusieurs nouvelles commandes, après avoir été remarquée par plusieurs clientes lors du gala. Ce matin-là, Elara reçut un appel inattendu. La voix d'une assistante se fit entendre à travers le combiné. « Madame Delacroix souhaite vous rencontrer toutes les deux. Elle vous attend à son domaine cet après-midi. » Elara hésita une seconde, puis accepta. Elle savait que Vivienne n'était pas une femme qui perdait son temps. Une invitation de sa part ne pouvait être insignifiante. Quand elle annonça la nouvelle à Nia, les yeux de la jeune couturière s'élargirent. « Vous pensez qu'elle va nous reprocher quelque chose ?» demanda-t-elle nerveuse. « Je ne crois pas, » répondit Elara avec douceur. « Si elle avait voulu nous blâmer, elle l'aurait déjà fait. Allons-y avec confiance. » Elles se rendirent ensemble au domaine Delacroix. Les jardins impeccables, ornés de statues élégantes, témoignaient d'un goût raffiné et d'années de réussite. Une gouvernante les accueillit et les conduisit à un salon lumineux où Vivienne les attendait. Vivienne portait une robe blanche simple mais élégante. Elle avait l'air moins distante que d'habitude, comme si la tempête du gala l'avait elle aussi transformée. « Merci d'être venue, » dit-elle en se levant pour les saluer. « Je suppose que vous vous demandez pourquoi je vous ai appelé. » Nia serra les mains sur son sac. « Nous sommes honorés d'être ici, madame. » Vivienne sourit légèrement. « Ne soyez pas intimidée, jeune fille. Vous avez un talent exceptionnel. Je n'ai pas vu une broderie aussi expressive depuis longtemps. » Nia rougit, incapable de trouver une réponse. Vivienne se tourna ensuite vers Elara. « J'ai beaucoup réfléchi depuis le gala. Vous m'avez impressionné. Vous avez refusé de mentir pour protéger votre carrière. Peu de gens font preuve d'une telle droiture. » Elara resta silencieuse, attentive. La vérité est que la robe originale était déjà fragilisée, confia Vivienne. Je l'avais conservée pendant des décennies. Elle aurait dû être entreposée dans un musée et non portée à un événement. Je voulais la mettre à l'écart définitivement parce qu'elle me rappelait un passé chargé de sacrifices. Elle marqua une pause avant de poursuivre. Je vous ai confié cette robe parce que je voulais voir comment vous traiteriez ce poids. Votre réaction m'a convaincu que vous êtes une femme en qui je peux avoir confiance. Nia échangea un regard surpris avec Elara. Je ne signerai plus jamais ce contrat de fusion, continua Vivienne, mais j'ai un autre projet en tête. Elle prit un dossier posé sur la table et le fit glisser vers elle. Je veux créer une maison de mode qui se spécialise dans la restauration et la création artisanale, un endroit où les pièces te racontent une histoire. Je souhaite investir 50 millions d'euros. Je veux que vous, Elara, en soyez la directrice générale, et vous, Nia, la directrice de création. Nia porta une main à sa bouche, bouleversée. Moi, directrice de création? Je n'en suis pas capable. Si vous en êtes capable, répondit Vivienne avec conviction. Tout ce que vous avez fait prouve le contraire. Et Lara ouvrit lentement le dossier. La proposition était claire,
structuré et déjà approuvé par les conseillers juridiques de Vivienne. « Pourquoi nous ?» demanda-t-elle doucement. « Parce que vous avez prouvé que le talent ne suffit pas sans intégrité, » répondit Vivienne. « Et parce que vous avez prouvé qu'une personne n'a pas besoin de porter un nom célèbre pour briller. Vous êtes exactement le genre de femme qui peuvent même donner un sens à ce projet. » Et Lara sentit un poids disparaître de ses épaules. Elle pensa à toutes les humiliations qu'elle avait endurées dans la maison des Martin. Elle pensa au gala, au scandale, à la rupture. Et pour la première fois depuis longtemps, elle ressentit une forme de gratitude pour tout ce qui s'était écroulé. Les cendres du passé laissaient enfin place à quelque chose de nouveau. Elle referma le dossier et regarda Vivienne droit dans les yeux. « J'accepte. » Nia respira profondément avant de murmurer. « Moi aussi. » Vivienne sourit, satisfaite. « Alors commençons. » Pour Elara, ces mots résonnaient comme une promesse. Une nouvelle vie l'attendait, et cette fois, elle construirait tout sur une base solide, sans mensonge, sans compromission, avec des personnes qui croyaient vraiment en elle. 6 mois avaient même passé depuis la proposition inattendue de Vivienne Delacroix. Le domaine de la mode avait déjà commencé à évoquer un nouveau nom avec fascination, Phénix. La maison de couture, fondée par Elara et Nia, attirait l'attention des connaisseurs pour sa philosophie centrée sur l'artisanat et l'histoire des tissus. La promesse d'une renaissance à travers les mains de femmes autrefois négligées avait séduit une clientèle exigeante. Ce soir-là, le premier défilé officiel allait commencer. La grande salle, transformée pour l'occasion en un théâtre élégant, brillait sous les projecteurs. Les invités affluaient lentement, parmi eux des journalistes de mode, des créateurs renommés, quelques investisseurs influents et plusieurs figures célèbres du milieu artistique. L'atmosphère était à la fois solennelle et électrique. Dans les coulisses, Elara observait chaque détail avec attention. Elle portait une combinaison noire, ajustée, simple mais sophistiquée. Ses cheveux étaient relevés en un chignon soigné. Son regard, autrefois marqué par le stress et la retenue, brillait maintenant d'une assurance calme. Nia arrivait avec une liste à la main, ses yeux pétillants malgré la pression immense qui accompagnait cet événement. Ses cheveux bouclés encadraient son visage, et sa blouse de travail portait encore quelques dark traces de fil d'argent. « Tout est prêt, » dit-elle avec un sourire qu'elle avait du mal à contenir. « Les mannequins sont habillés et les retouches finales sont faites. »« Tu as fait un travail exceptionnel, Nia, » répondit Elara. « Ce soir, ton nom sera entendu par tout le monde. » Une femme s'approcha alors. C'était Camille Ambaro, la responsable de communication que Vivienne avait recommandée. Elle n'était pas nouvelle dans leur équipe. Depuis 4 mois, elle coordonnait la presse et gérait les relations publiques avec une efficacité remarquable. « Les invités sont installés, » annonça Camille. « Madame Delacroix est assise au premier rang. Elle a dit qu'elle avait hâte de vous voir sur scène. » Nia inspira profondément. « J'ai le cœur qui bat tellement vite que j'ai peur qu'il s'entende depuis la salle. » Et Lara posa une main rassurante sur son épaule. « Ce n'est pas la peur, c'est ta vie qui change. » Lorsque les lumières commencèrent à s'adoucir, un silence respectueux s'imposa dans la salle. La musique débuta, légère au départ, presque aérienne. Le premier mannequin s'avança sur le podium. Elle portait une robe créée à partir de techniques de broderie anciennes, combinées avec des lignes modernes. Les regards du public suivirent chaque mouvement du tissu, admirant la délicatesse du travail et la subtilité des couleurs. Et Lara se posta derrière un rideau, observant les réactions. Elle percevait les murmures émerveillés, les hochements de tête appréciateurs et les sourires sincères. Chaque tenue semblait renforcer la conviction que Phénix était en train de naître sous leurs yeux. Nia restait attentive à chaque sortie. Son regard suivait nerveusement les mannequins, cherchant la moindre imperfection.
Finalement, lorsqu'elle vit la dernière création apparaître sous les projecteurs, ses yeux s'embuèrent. C'était une robe blanche, brodée de fils dorés, hommage discret à la robe l'hiver, mais entièrement réinventée. Elle représentait la renaissance, la réparation et la force. Les invités se levèrent peu à peu pour applaudir avant même la fin du défilé. Quand les lumières principales se rallumèrent, Camille fit signe à Elara qu'il était temps de monter sur scène. Nia hésita, tremblante. « Je ne suis pas sûre de pouvoir marcher sans tomber. »« Alors nous marcherons ensemble, » répondit Elara avec un sourire. Elles le montèrent prompte sur scène sous un tonnerre d'applaudissements. Des flashs éclatèrent immédiatement. Nia, submergée par l'émotion, posa une main sur sa poitrine pour stabiliser sa respiration. Elara prit la parole. « Merci d'être ici pour célébrer cette première collection de Phénix. Ce projet est né de la volonté de redonner une voix à celles qui travaillent dans l'ombre. Notre objectif est simple. Honorer l'histoire derrière chaque pièce et valoriser l'artisanat qui fait la beauté du vêtement. » Vivienne se leva et applaudit, donnant l'exemple. Son regard brillait d'une fierté discrète. « Et surtout, » continua Elara, « cette maison existe grâce à une jeune femme dont le talent a transformé une épreuve en une opportunité. Je vous demande d'applaudir chaleureusement Nia Besson, directrice de création de Phénix. » La salle explosa en applaudissements. Nia essuya une larme, incapable de cacher son émotion. « Merci, » murmura-t-elle, la voix tremblante. « Merci de croire en moi. » Alors que la soirée touchait à sa fin, Elara reçut une notification sur son téléphone. Le titre d'un article venait d'être publié, « La chute des Martins, saisie officielle du domaine ». Elle montra rapidement l'écran à Nia, qui ouvrit les yeux en grand. « Alors tout est vraiment terminé ?» demanda la jeune femme. « Oui, » répondit Elara calmement. « Tout ce qui devait s'effondrer s'est effondré. » Elle leva ensuite les yeux vers la salle, où Vivienne l'observait avec un sourire. « Et tout ce qui mérite de renaître, renaît. » Elara quitta la scène avec Nia à ses côtés. Les applaudissements continuaient à résonner derrière elle. Enfin, elle se sentait entièrement elle-même. Elle avait protégé sa dignité, sauvé un talent précieux et trouvé sa place dans un monde qui l'attendait depuis longtemps. Ce soir-là, sous les projecteurs, elle comprit que la véritable force ne se mesure pas à la richesse ou au statut. Elle se mesure à la façon dont une personne se relève lorsque tout ce qu'elle possédait a brûlé.